Bonsoir et bienvenue sur Europe 1 pour cette 2 heures de libre antenne dans laquelle nous vous accompagnons dans vos changements de temps intérieurs, parfois bien douloureux. On se croit souvent seul à éprouver la difficulté de vivre, mais celle-ci n'épargne pas grand monde, même les plus grands, ceux dont on dit, vous savez, qu'ils ont réussi leur vie. À ce sujet, je voudrais vous faire partager la lecture d'un récit autobiographique inédit de Françoise Giroud, qui vient de sortir chez Gallimard et qui s'intitule « Histoire d'une femme libre » et dont Alix de Saint-André a retrouvé le manuscrit que l'on croyait détruit. Françoise Giroud, qui fut journaliste et fonda l'Express en 1953 avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, fut aussi secrétaire d'État chargée de la condition féminine puis de la culture et auteure d'une trentaine de livres. Elle est décédée en 2003 et dans ce texte inédit écrit l'été 1960, elle se dévoile et raconte comment elle doit recommencer à vivre après sa tentative de suicide. Elle y confie son effondrement existentiel, son chagrin d'amour après sa rupture avec Jean-Jacques Servan-Schreiber et la désagrégation de sa vie professionnelle puisqu'elle doit quitter l'Express. C'est émouvant de découvrir combien une femme aussi forte, aussi combative, a voulu franchir la frontière entre la vie et la mort et comment, écrit-elle, du pays du non-espoir, on revient toujours les mains vides. Elle raconte comment elle va devoir prendre soin d'elle désormais et rapporte les propos que lui tiennent son médecin. « Considérez-vous comme un grand blessé qui a une plaie à la tête et 12 points de suture, lui dit-il. Vous ne sortiriez pas sans bandage. Mettez un bandage et surtout ne le rendez pas invisible. Au contraire, que chacun se dise en vous voyant, voilà quelqu'un qu'il faut prendre garde de ne pas heurter et que je vais aider à marcher pour qu'il ne trébuche pas. Soyez simple, acceptez d'être faible, acceptez que l'on vous aide. » Et François Giroud d'en conclure, « Bon, c'est là pour le moment mon travail, chasser le mal qui est en moi, exorciser mes fantômes, devenir libre d'eux pour l'être de moi-même, c'est malaisé car il y faut de l'humilité. » Voilà, je trouve que c'est une très jolie façon de dire que dans la souffrance humaine, on ne dépend pas que de soi. Et d'ailleurs, que l'on soit important ou non dans la société, qu'on y occupe une place importante, il faut savoir parfois demander de l'aide, se confier et partager. Et c'est ici, vous le savez, le principe de la libre antenne sur Europe 1, libre de se dire, de se raconter, d'échanger les uns avec les autres pour justement chasser un peu de ces fantômes encombrants. Je vous invite pour cela à nous appeler au standard au 39 21. Vous y serez accueillis ce soir par Paul avec toute sa gentillesse et son professionnalisme sous l'œil attentif de Vivian qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Judith. Bonsoir Sophie. Alors, oui. Excusez-moi, je suis un peu... Toujours difficile de démarrer l'émission, Judith. Mais voilà, oui, je suis là avec vous. Voilà, je vous appelle parce que comme je l'ai dit à la personne de l'accueil, voilà, j'ai des crises d'angoisse. Oui. Ça fait maintenant, on va dire quelques années. Et je vois que je suis allée chez un psychologue voir pourquoi j'avais ces crises. Tout au début, je pensais parce que j'avais eu une peur en voiture une fois et je pensais que c'était dû à ça, donc je lui en avais parlé et de fil en aiguille on a commencé à discuter. Et puis il m'a dit que ça n'avait rien à voir et que toutes les crises d'angoisse, enfin les crises d'angoisse que j'avais étaient dues à ce que je vivais actuellement dans mon couple. Oui. Donc on a commencé à travailler un petit peu là-dessus. Oui. Voilà. J'en ai parlé à mon mari qui a, on va dire, réfuté et nié que de toute façon, il l'a pris un petit peu d'une manière un peu... il était surpris, alors que beaucoup de choses n'allaient pas entre nous déjà. Ah oui, enfin il s'est pas rendu compte le fait qu'il y avait peut-être un souci entre vous. Oui, je pense pas. Voilà. Donc il a plutôt mal accueilli. Voilà, il a plutôt mal accueilli, très mal accueilli. C'est-à-dire
En disant oui, c'est toujours de ma faute, Il me dit que c'est de ma faute, voilà, bon. Il s'est senti culpabilisé. Ouais. Voilà, comme si je le rendais coupable de quelque chose. En fait, ça a été une suite d'événements. C'est venu, pour moi, c'était nouveau. Les crises d'angoisse, je ne savais pas ce que c'était. Donc, moi, j'avais lié ça à cette histoire de voiture. Et mon psychologue m'a dit, ou mon psychiatre m'a dit, non, ça vient pas de là. Et en parlant avec votre époux, vous avez veillé à ne pas justement le rendre responsable, enfin partager avec lui cette forme de responsabilité, puisque vous êtes deux, enfin vous êtes ensemble dans cette relation. Ouais. Alors je lui ai dit alors je lui ai expliqué ce que le psychologue me disait au départ. Oui. Mais j'ai toujours eu l'impression qu'il ne m'écoutait pas. Mmh. Et jusqu'à maintenant, il ne m'entend pas de toute manière. C'est-à-dire que s'il s'est mis en cause, il va avoir du mal à vous entendre. Voilà. Oui. Donc il ne prend pas mais il n'a pas pris conscience que c'est devenu un handicap pour moi. Oui. Parce que c'est vraiment devenu un handicap au fur et à mesure du temps. Ça fait plusieurs années, hein, c'est ça? Oui. Oui. Enfin, ça fait, on va dire, 3-4 ans. Au début, c'était très doux, on va dire. J'arrivais à le gérer. Oui. Et petit à petit, j'ai eu des crises un petit peu plus fortes. Bon, ce qui m'handicape vraiment, c'est quand je conduis le plus souvent. Ah, quand même. Donc, il y a peut-être quelque chose lié à cette histoire de voiture. Voilà. Oui. Bon, ça m'handicape quand je conduis. Mmh. Et souvent, quand j'ai une prise de bec avec lui, par exemple, et que je veux prendre la voiture, je suis obligée de m'arrêter peut-être 100 mètres après, de commencer à respirer, à m'arrêter. Enfin bon, je suis obligée de prendre sur moi. Beaucoup. Voilà. Et pour info, j'ai un mari qui ne parle pas, qui n'exprime rien. Et quand je rentre, il y a beaucoup d'indifférence et beaucoup de silence. Donc, je me sens, c'est un petit peu peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais je me sens en sécurité chez moi, tout en partageant ma vie avec quelqu'un qui est complètement indifférent et qui ne parle pas. Donc, il y a beaucoup de silence à la maison. Et en même temps, j'aimerais pouvoir des fois, quand je vis ce silence, j'aimerais pouvoir sortir, prendre la voiture et m'évader. Et ça me bloque parce que j'ai ces crises d'angoisse. Donc je prends sur moi parce que je travaille. Donc je vais travailler. Mais alors je feinte. Donc je prends des chemins, je ne sais pas pourquoi. J'ai changé de chemin pour aller au travail. J'ai plein de chemins pour y aller. De façon à ce que ça me sécurise, c'est-à-dire de façon à me dire, si je peux m'arrêter et que j'ai une crise d'angoisse, je peux m'arrêter sur le bord de la route, je peux reprendre, je peux me calmer et repartir. Voilà. Et à chaque fois que vous prenez la voiture, vous avez une crise d'angoisse? C'est pas systématique, mais c'est assez souvent. Quasiment tous les jours? J'ai toujours cette peur. Cette peur que la crise arrive, ça, je pense que c'est normal. Je pense que quand on a déjà fait des crises d'angoisse, on a toujours peur que ça arrive. Donc, forcément, j'y pense. Voilà. Et au départ, vous aviez quand même repéré qu'un jour, vous avez eu... alors, je ne sais pas si c'est un accident ou un incident, on va dire, en voiture. Ça a été juste un incident. Un incident où j'ai eu les jambes qui flageolaient. Je me suis dit, tiens, je ne suis pas très bien. Je vais m'arrêter sur le bord de la route. J'étais avec ma fille. Je me suis arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Je me suis dit, je vais prendre un sucre et puis peut-être que je fais une hypotension, je ne sais pas. J'ai pris un sucre et j'ai continué mon chemin. Et il y avait eu un élément avant, je ne sais pas, dans votre couple ou dans votre vie qui avait déclenché ça? Non, ce jour-là, pas grand-chose. Bon, j'avais pas mangé grand-chose. Je vais me rendre avec ma fille quelque part. Et je l'ai fait, normalement, comme je prenais... Et puis, pour moi, maintenant, je prends plus l'autoroute. Ça, c'est certain. Ouais. Et depuis que vous avez démarré votre thérapie, vous êtes toujours en thérapie, là, Judith? Je l'ai pris, j'ai fait ma thérapie, je me suis arrêtée, pensant que ça allait mieux. Et il y a à peu près un an, je me suis
senti de nouveau comme emprisonnée, de nouveau, parce que j'ai l'impression vraiment d'être en prison. Hein. Je veux dire, quand je suis chez moi et que je ne peux pas sortir, alors que je dois aller travailler, c'est... Et on le sent dans votre voix, vous êtes très oppressée. Oui. Ouais. Et du coup, Et vous n'avez pas repris de travail thérapeutique avec quelqu'un d'autre? J'ai repris parce que à ce moment-là, j'ai vraiment fait une grosse crise, c'est-à-dire une grosse crise au point où je crois que j'étais arrivée à un moment donné où j'en pouvais plus, c'est-à-dire j'en parlais plus, je gardais tout en moi. Et à la fin, j'ai explosé. J'ai demandé de l'aide. Je me suis retournée vers mon mari. Je lui ai dit, écoute, je crois que j'ai besoin soit d'être hospitalisée ou quelque chose. Mais là, j'arrive à un point où j'ai besoin d'aide. Et comment il a réagi? Il m'a regardé, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Ah, c'est déjà pas mal. Et voilà. Oui. Alors j'ai dit, moi-même, je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin d'aide. Oui. Et à ce moment-là, je l'ai quand même senti assez indifférent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas fait grand-chose. Il m'a pris dans ses bras. Il est resté sur son canapé. Il est resté assis. Et puis, il est resté un peu stoïque, un peu les bras ballants, quoi. Oui. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il y avait ma fille. Oui. Donc, j'ai appelé ma fille. Elle a 20 ans maintenant, donc à peu près 2 ans. J'ai parlé à ma fille, je lui ai dit, écoute, ça va pas du tout, j'ai besoin d'aide. Oui. Puis elle s'est retournée vers lui et puis elle lui a dit, il faut aider maman, il faut faire quelque chose. Oui. Et elle l'a senti aussi pas présent. Donc elle s'est fâchée. Oui. Elle s'est fâchée contre lui. Moi, je ne savais pas, j'étais un peu dans un état second, en fait, parce que je ne savais pas trop ce qui m'arrivait. Et elle s'est fâchée avec lui et le fait de les voir se disputer devant moi. Alors là, je sais pas, il y a quelque chose en moi qui est sorti. J'ai hurlé et puis j'ai hurlé et ma fille a compris que vraiment c'était allé trop loin, quoi, que je n'en pouvais plus. Oui. Donc elle a appelé un membre de ma famille qui a appelé une ambulance et voilà. Ça ce jour-là, ça s'est passé comme ça. Donc j'ai été pris en charge psychologiquement le soir même. Et j'en ai longtemps parlé. Oui. J'ai beaucoup parlé avec eux. Je savais que c'était pour moi peut-être pas. J'aurais demandé une cure de sommeil à ce moment-là si j'avais pu. Oui. Et en même temps, je voulais pas rentrer dans ce système-là, c'est-à-dire rentrer, faire une cure de sommeil, me sentir. Je sais pas, il y a quelque chose qui en moi me disait non, ne le fais pas. Oui, vous vouliez rester au contact, quoi, de ce qui vous arrivait. Et ça, c'était quand, Judith? Ça fait tout juste 2 ans, on va dire. 2 ans. 1 an et demi, on va dire. Donc à la suite de ça, j'ai eu une prise en charge psychologique que j'ai suivie toutes les semaines. Oui. Jusqu'au mois de juin de l'année dernière. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avancer, de résoudre certaines choses, non? J'ai eu le sentiment de résoudre certaines choses par rapport à moi. Oui. Parce que c'est vrai que j'avais beaucoup perdu confiance en moi. Oui. Par rapport à ça. Et je n'osais plus faire les choses par moi-même aussi. Je n'arrive plus à prendre d'initiative toute seule, alors que j'ai fait beaucoup de choses toute seule. Aujourd'hui, vous voulez dire aujourd'hui? Oui, aujourd'hui j'arrivais. Jusqu'à maintenant, j'ai du mal, on va dire. Un peu mieux, mais j'ai du mal. Vous voulez dire qu'en fait, vous avez fait un chemin intérieur, avancé, compris des choses dans votre vie, repris un peu confiance, mais comme votre environnement extérieur, c'est-à-dire votre situation de vie au quotidien, maritale, elle n'a pas bougé. L'environnement, il est resté le même. L'environnement est resté le même. Mais il est resté toujours aussi statique pour moi. Et en fait, c'est peut-être ça qui aujourd'hui crée un fort décalage en vous. Oui. Et qui vous empêche de faire peut-être les pas supplémentaires. En tout cas, de vous libérer un peu. J'arrive pas du tout à me libérer. Ouais. Le problème, il est que je n'arrive pas du tout à me libérer. Vous vous sentez prisonnière de qui? Plus de vous ou de votre environnement ou de cette situation de couple? Vous diriez qu'il est où le curseur? Le curseur, j'ai l'impression d'être prisonnière dans mon couple. Ah oui. De lui ou du couple? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
on va dire peut-être des deux, mais plus de lui parce que c'est quelqu'un auquel je suis attachée, mais qui ne parle pas et qui n'exprime rien. Et Judith, est-ce que c'est possible, parce que cet homme, vous avez une longue histoire avec lui et quand vous dites je suis attachée, il y a donc des sentiments, sans doute que lui aussi, c'est donc plus un problème de communication entre vous, a priori. Énorme. Voilà. Énorme. Est-ce qu'il est possible soit de lui proposer d'aller éventuellement ensemble faire un chemin avec un thérapeute de couple, ou en tout cas de s'adresser à lui autrement que ce que vous l'avez fait depuis ou auparavant, c'est-à-dire peut-être c'est difficile, je me rends pas compte de lui parler de vous, parce qu'il semble très culpabilisé dans ce qui vous arrive et sans doute ça le bloque, voire ça le braque. Et sans doute, c'est peut-être pour lui un peu délicat, c'est-à-dire que tout ce qui va concerner un peu vos émotions, votre difficulté à vivre, à être, à vous sentir bien, il s'en sent peut-être un peu responsable aussi, voire coupable. Et c'est ça qui peut créer une tension. Les thérapeutes de couple, j'ai essayé. Oui, et mais ça, il y a bien avant. Oui. Il a bien voulu venir avec moi. Oui. Et tout était à ma charge, donc je me suis pas sentie vraiment épaulée. Quand vous dites tout était à ma charge, parce que il s'est complètement déchargé en me disant que tout ce qui se passait était ma faute. D'accord. Voilà. Oui. Et j'ai essayé d'expliquer qu'il ne communiquait pas assez, et j'ai pas l'impression qu'il l'ait entendu, et puis bon, il est venu 2-3 fois et après ça s'est arrêté. Voilà. Donc actuellement, c'est vrai que on est un petit peu en, on va dire stand-by. Pour moi, j'ai l'impression d'être à un point de non-retour, parce que je me dis j'ai envie de sauver ma peau, parce que là Oui, vous êtes comme dans une impasse. Et ce serait possible de faire un break, entre guillemets, mais si vous avez des amis ou de la famille chez qui vous pourriez aller vous ressourcer quelque temps, prendre un peu de distance, que ce soit près de votre travail, je ne sais pas comment vous pouvez vous organiser, pour voir un peu comment vous vivez, si les crises d'angoisse sont les mêmes, si à l'intérieur de vous vous sentez pareil. Est-ce que vous pouvez quitter un petit peu quelques jours votre couple ou... Je l'ai fait, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait pendant, à la suite où j'ai eu ma prise en charge psychologique. Je ne suis pas rentrée à la maison directement. Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Et je suis partie bien 3-4 semaines chez ma sœur. Donc j'allais directement travailler. Oui. Et comment vous l'avez vécu cette période-là? Pas très bien, parce que j'étais mal de savoir que j'étais mal par rapport à lui, parce que lui a toujours pris de mes nouvelles. Il s'est pas déplacé pour venir me voir d'abord. Ah oui, quand même. Voilà. Je m'étais dit il fallait que je coupe pour savoir où j'en étais. Bien sûr, bien sûr, voilà. Bien sûr. Et quelle réponse ça vous a apporté? Voilà. Et je sais, quelque part, je sais pas. Je suis re-rentrée chez moi. Je ne sais même pas pourquoi je suis re-rentrée chez moi. Ouais. Voilà. Je suis re-rentrée chez moi. Bon, il y avait ma fille aussi. Je veux dire, je pouvais pas la laisser. Pour moi, je le culpabilisais. Elle était à la maison. Aujourd'hui, elle est partie. Pas la laisser. Aujourd'hui, elle est partie depuis le mois de septembre. Elle fait des études ailleurs. Mais jusqu'à maintenant, il y avait ma fille et je me sentais aussi. Aujourd'hui, Judith, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, ce que je souhaite maintenant, c'est me libérer de ces crises d'angoisse. Oui. Parce que ça m'handicape. Je vis pas sereinement. Et puis retrouver du plaisir, parce que du plaisir, ça fait longtemps que je n'en ai plus, ou je n'arrive pas à en trouver. Je n'arrive plus à retrouver du plaisir de vivre, ça s'entend dans votre voix, Judith. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça.
Donc, j'ai un travail où je m'épanouis, qui me convient. Oui, J'ai des heureusement. personnes qui m'entourent. Oui. Et vous vous sentez Avec qui différente je- quand vous êtes à votre travail? Complètement, je Ah, suis complètement le vide. c'est un bol d'air pour vous, enfin. C'est un C'est ma ressourcement. soupape, oui. Ah oui. Ah Le oui. travail, c'est ma soupape. Ah oui. C'est-à-dire quand je pars de la maison et que je prends ma voiture, même si j'ai peur d'avoir une crise d'angoisse, quand j'arrive sur place, j'ai tout oublié. Et Judith, qu'est-ce qui est compliqué aujourd'hui pour vous? Ce serait de quitter cet homme-là ou de quitter plutôt la maison et la vie qui va avec cet homme-là? Ça, c'est une question. C'est une question que je me pose dans les deux sens. Oui, bah oui. Parce que j'en ai parlé avec lui. Et c'est pour ça que je vous ai appelé aussi ce soir, parce que je suis arrivée, comme je vous dis, à un point où j'ai envie de sauver ma peau aussi. Donc j'en ai parlé avec lui et je lui ai dit clairement que si ça devait continuer avec cette non-communication, oui. et ce manque de compassion aussi, parce que j'ai l'impression que je fais partie des meubles. Hein, oui, bah oui. C'est ça, quoi. Bah, voilà. Ouais. Que je pouvais pas continuer comme ça, quoi, que ça suffisait. Oui, et voilà. Comment il a réagi? Il réagit pas trop. Il me dit, si je suis là depuis 12 ans ou 13 ans, c'est parce que je suis là, quoi. Il dit pas, je suis là parce que j'ai des sentiments, ou je suis là parce que je t'aime, ou je suis là... Oui. Non, il dit pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un intermédiaire, un ami du couple ou quelqu'un de la famille qui l'écoute et qui pourrait être pour vous un avocat ou une avocate et qui pourrait servir à libérer la parole ou à créer un dialogue? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été, on a Vous voyez, dans l'idée de demander de l'aide, ce que je disais en introduction. Parce que là, vous avez besoin d'être aidé et que le face-à-face avec lui, il donne juste rien, Judith. Non, le face avec lui ne donne rien. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il va vous falloir prendre une décision. Oui. Pour vous. Alors, en plus, c'est fort quand vous parlez de sauver votre peau, c'est violent, hein. Ça prouve que vous ressentez une souffrance intense, une vraie violence. Vous êtes comme en prison, quoi. Oui. J'ai vraiment l'impression de... C'est-à-dire, quand je m'exprime avec lui, j'ai l'impression de faire un monologue. C'est violent le silence. Et quand j'exprime et j'exprime. Je ne fais pas que je ne suis pas toujours sur le ton du reproche, mais juste simplement j'exprime... écoute, je suis fatiguée, j'ai besoin de vacances. Ces 6 derniers mois, j'ai une maman de 84 ans qui était malade, j'ai dû m'en occuper énormément. Je rentrais le soir, il était 8 heures. Il y a eu des moments où j'étais complètement à plat, et puis psychologiquement, parce que de voir ma mère comme ça, j'avais l'impression... Il y a eu des moments où j'avais l'impression de la perdre complètement. Je rentrais, j'étais pas bien. Je pleurais, effectivement, parce que ça me touchait, ça me faisait de la peine. J'avais en face de moi quelqu'un qui, pas une seule fois, s'est levé, m'a pris dans les bras, m'a dit ça va aller. Et tout ça, ça m'a bouleversée au fil des mois. Et j'ai été sincère, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de... Ça serait bien qu'on prenne des vacances, je sais pas, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de prendre un peu de recul, voilà. Il y a des choses qui vont s'arranger pour ma maman, elle va rentrer de l'hôpital. Excusez-moi. J'ai besoin de souffler. Oui, et comment il a réagi? Et quand je lui en ai parlé, c'était jamais le moment, c'était... Jusqu'à maintenant, j'ai dû... Chose que je faisais mal, pour moi, c'était logique qu'on prenne des vacances ensemble. Et avec mon psychologue, quand j'en avais parlé, il m'a dit, mais si vous êtes fatigué, prenez une semaine, partez chez vos amis. Oui. Chose que je faisais jamais. L'année dernière, j'ai commencé à le faire au mois de mai, parce que je pensais que... Et là, vous avez pu partir avec lui ou pas, Judith? Non, là, je suis partie seule, parce que apparemment, il n'était pas de... Je sais pas, il n'était pas... J'avais pas l'impression qu'il était en train de me suivre ou de faire quelque chose avec moi. Donc, je suis partie 15 jours. Et au mois de décembre, avec toutes les péripéties que j'ai vécues avec ma maman, ça a été pareil. Là, j'étais encore plus au bout du rouleau.
Et je lui ai dit que j'avais besoin de prendre des vacances et que j'allais les poser. Et je lui ai dit, écoute, dis-moi, parce que bon, lui, il a une entreprise, il est indépendant, mais il est seul, donc il peut un peu bouger ses vacances un peu comme il en a envie. Je lui ai dit, dis-moi, si tu veux, on part entre Noël et Jour de l'An, je décale. Il m'a dit, non, j'ai un chantier, je peux pas. Donc je lui ai dit, je peux plus attendre, je suis vraiment très fatiguée. Donc je vais partir chez des amis, quoi. Mais lui, il a une vie, il a des loisirs, il a donc son entreprise. Il a son entreprise. Mais c'est un homme assez éteint quand il est chez lui, enfin. Déjà, il travaille tout seul. Ouais. D'accord. Donc il travaille tout seul, il est sur des chantiers, il est tout seul. Donc à part les personnes qu'il a au bout du fil des fois, autrement il travaille seul. Hormis ça, il a une passion, c'est les voitures. Donc il a une voiture qui retape et puis là il est seul aussi. Quand il va, il est tout seul. Il partage pas sa passion. Moi j'ai essayé de m'impliquer. Et comment ça s'est passé? J'ai essayé de m'impliquer quand il y a des manifestations sur des voitures. Et comment ça s'est passé? Je l'ai accompagné. Il m'en parlait, j'allais avec lui, je m'intéressais. Oui, et alors ça s'est bien passé? Oui, je peux dire, moi, ce que je voyais, c'était joli, c'était beau, je m'enchantais. Je pense que lui, ça lui faisait plaisir que je vienne avec lui. Oui. Voilà. Mais vous en parliez pas? Il y a bien quand même une communication entre vous dans ces moments-là ou avec d'autres amis, d'autres gens? Oui, il y avait une communication. Oui, il y avait une communication. Il me parlait, je lui dis, tiens, cette voiture, elle est belle. Oui, il me dit, elle a fait ça. On parlait, on prenait des photos, voilà. Je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est que dans un sens. Mais moi, j'ai le sentiment, à vous écouter, Judith, que vous avez atteint, alors ça se comprend avec votre souffrance, vos crises d'angoisse, un tel niveau d'attente vis-à-vis de lui que ça crée une tension terrible dans votre couple. C'est que plus vous montez votre niveau d'attente, moins il peut vous donner quelque chose. Donc lui s'enferme, s'emmure. Et vous aussi, ce que dit First Lisa, là, qui envoie un message, qui dit, vous ne pouvez pas lui demander ce qu'il ne peut pas vous donner. À vous de prendre une décision. Et effectivement, vous êtes en train de lui demander ce qu'il peut pas vous donner. Alors soit vous reprenez un travail sur vous, puis vous essayez d'avancer, de voir comment vous pouvez faire dans la situation, parce que vous décidez de rester dans ce couple, dans cette histoire, et que vous essayez de faire avec. Soit vous faites autrement. Mais là, c'est à vous de faire. Voyez, alors il y a Nejout qui dit voilà, peut-être que votre mari se sent démuni, impuissant et un peu perdu face à votre mal-être et qu'il a du mal à comprendre, que lui ça lui parle peut-être pas du tout. Et puis on comprend aussi un peu dans vos propos qu'il a pas envie il n'a pas envie de le savoir, si vous voulez, parce qu'il veut pas en être responsable, voire coupable. Donc, je pense qu'il y a peut-être une maladresse à un moment donné quand vous avez vu le premier psy et vous êtes rentré en disant, voilà, j'ai des crises d'angoisse à cause du couple. Lui s'est peut-être senti un peu attaqué. Du coup, il s'est peut-être fermé encore plus. Bon. Maintenant, c'est fait. En même temps, il n'a pas très... c'est un homme qui communique peu, qui a ses hobbies, qui vit seul, il s'est organisé sa vie. Vous faites partie de sa vie et c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, moi, je suis là, je suis toujours présent, c'est la preuve que je tiens à toi. Il peut pas vous dire plus, voilà. Alors, en même temps, ça peut ne pas du tout vous convenir et ça a l'air de ne pas du tout vous convenir. Alors, c'est à vous de voir ce que vous en faites. Voilà, c'est-à-dire... Non, me convenir, ça me... quelque part, pour moi, au départ, c'était pas une personne comme ça. Je veux dire, c'était une personne beaucoup plus avenante et qui était... Il a changé, donc, dans votre... Oui. Dans l'histoire. Oui. Et ça, vous pouvez lui rappeler? Je lui en ai parlé. Oui. Je lui ai dit, tu es plus attentionné. Je veux dire, quand j'avais de la peine, tu me prenais dans tes bras. Je veux dire, tout ça, c'est des choses que j'ai Et qu'est-ce qu'il dit à ça? Que j'ai senti avec lui. J'ai senti qu'il pouvait me donner tout ça. Oui. Et puis ça s'est complètement fermé. Pour quelle raison il y a peut-être une autre façon, Judith, dans votre niveau d'attente, c'est d'exprimer votre besoin. Parce que ça sonne comme un reproche. Dire quand même, t'étais gentil avant, tu l'es plus du tout et tu me prends plus dans tes bras. Mais dire, je sais, je sens que tu peux le faire puisque c'est quelque chose qui a existé. Qu'est-ce qui fait que ça n'existe plus? Alors,
Alors j'en ai parlé avec le psy de ça. Et le psy m'a dit essayez d'aller prendre ce que vous avez besoin. Ben oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Il peut pas vous donner ce qui peut pas vous donner, vous ne pouvez pas l'avoir. Alors je suis allée, j'ai essayé d'aller vers lui, d'aller dans ses bras, de m'asseoir à côté de lui sur le canapé pour être plus proche, pour sentir sa présence, pour sentir son contact. Mais c'est vrai que j'ai baissé les bras parce que je l'ai fait, mais j'ai... Bah oui, comme ça venait pas de lui, naturellement. Je sens pas qu'il le partage. Oui, mais vous voyez, Judith, c'est que vous sentez pas parce que c'est pas comme vous voudriez que ce soit. Encore une fois, il y a rien venant de lui qui correspond à votre attente. Rien. C'est ça qui est compliqué pour vous. Donc vous êtes tout le temps déçu. C'est jamais ça dont vous avez envie. C'est jamais ce que vous avez imaginé. Même quand vous allez effectivement nourrir votre besoin et chercher dans ses bras ou dans sa présence quelque chose, la façon qu'il a d'y réagir ne vous convient pas puisque vous êtes allé le chercher et vous voudriez que ça vienne de lui. Et qu'il le partage. Mais pour vous le partager, oui, mais encore une fois, c'est comment vous le ressentez. Mais c'est possible. En soi, ça, vous voyez, il n'y a pas du bien ou du mal. C'est pas que c'est bien ou c'est mal ce qui se passe. C'est simplement que vous n'êtes pas dans l'axe de votre attente et de votre besoin par rapport à lui. Et que vous avez une demande qui ne peut pas satisfaire. Donc, et alors peut-être qu'il faut reconsidérer ce que vous attendez ou les croyances que vous avez sur l'amour, sur le couple, ou alors vous dire non, je suis fondamentalement trop malheureuse avec cet homme-là et je dois faire autrement. Mais la décision vous appartient, vraiment. Et c'est pas lui qui va la prendre. Et il vous poussera pas à la prendre. Donc vous êtes vraiment toute seule. Et il faut pas que vous restiez toute seule parce que vu vos problèmes je pense qu'effectivement ça vous angoisse d'être face à vous-même là-dedans. Hein, dans cette relation, vous êtes seule, vous vous sentez seule. Donc il faut absolument que vous repreniez une relation avec un thérapeute, que vous puissiez mettre des mots, parce que là, vous pouvez pas traverser ça toute seule. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, il faut absolument aller vous faire aider. Parce que là, vous êtes totalement oppressé dans une impasse, parce que vous êtes emmuré en vous-même, en étant persuadé qu'il va jamais pouvoir vous donner, mais en continuant à attendre quelque chose que vous savez qui ne viendra pas. Mais oui. Ça, c'est sûr, je suis dans l'attente. Oui, alors il y a sans doute aussi derrière un peu un syndrome d'abandon chez vous. C'est que sans doute que dès qu'il n'y a pas l'attention, vous vous sentez très très seul. Mais il y a plein de choses à reconstruire à l'intérieur de vous. Et tout ça fait que l'attente grandit et que vous avez vécu des épisodes dépressifs, qu'on vous sent quand même encore un peu dépressive et que c'est pas toute seule là que vous alliez arriver. Et que lui, il veut pas entendre ça parce qu'il ne veut pas le prendre en charge. Il doit être excessivement, si ça se trouve, angoissé, ou en tout cas, il veut pas le savoir. Donc, il se réfugie dans sa voiture, dans son boulot, tout seul, c'est un solitaire. Voilà, et c'est un solitaire. Donc, Judith, il faut que vous sachiez que vous êtes avec un solitaire. Donc, soit vous faites avec ça, soit vous faites plus. Et si vous faites plus, vous allez faire autrement. Donc, Judith, bon courage à vous, mais ne restez pas seule, là, avec ça. C'est trop lourd pour vous. Oui, je sais. De toute façon, j'ai repris contact là aujourd'hui de nouveau avec mon psychologue. Oui, c'est important. Pour reprendre une thérapie. Oui. En soi, Judith, c'est pas un problème que vous ayez beaucoup d'attentes. Ça vous appartient. Pourquoi pas ? Enfin, vous voyez, c'est pas bien ou mal. Le problème, il n'est pas que vous ayez beaucoup d'attentes et ça doit vous culpabiliser. Simplement qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne convient pas. Voilà, ça ne vous convient pas, ça ne lui convient pas lui, il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne va pas. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que, comme vous dites d'ailleurs, quand je vous ai demandé ce que vous souhaitez, c'est aller mieux, avoir moins ces crises d'angoisse, eh ben vous êtes dans votre responsabilité de faire avec vous-même face à ça. Parce que lui, là, vous avez une demande vis-à-vis de lui de calmer vos crises, de vous rassurer, et tout ce que vous lui demandez, il peut absolument pas vous le donner. En tout cas, c'est pas la bonne personne. Alors, il va falloir soit aller le chercher ailleurs, soit en vous-même, ou trouver des relais, mais ce sera pas lui.
Ça peut être des amis, ça peut être d'autres gens, mais pas lui. Et peut-être qu'il va bouger si vous bougez. Ouais, on va essayer. Bon courage, Judith. On va tout faire. On va tout faire. Bon courage à vous. Merci beaucoup, Sophie. Bon courage. Au revoir. Sophie Peeters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir, Laure. Bonsoir. Voilà, moi je vous appelle parce que j'ai 50 ans. Oui. Ça fait une petite trentaine d'années que je suis mariée, tout va bien, impeccable, le bonheur parfait, des enfants parfaits. C'est super d'entendre ça. Oui, mais attendez, ça va pas durer. Oui. Vous vous en doutez. Oui. Et donc il y a 2 mois, mon mari m'a dit voilà, je ne t'aime plus, je veux reprendre ma liberté. J'ai envie Comme s'il n'était pas en liberté avant. Hein. Non, pardon, je plaisante, oui. Mais je trouve ça terrible comme expression. Pardon. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors je précise quand même que moi je n'ai jamais été intrusive dans sa vie. Enfin bon, il a une entreprise, je travaille avec lui sur cette entreprise. Ah oui, travailler ensemble donc. Voilà, depuis une petite trentaine d'années. Bon, j'ai un petit travail à l'extérieur. Oui. Voilà, et puis donc il y a 2 mois, il m'annonce que il veut reprendre sa liberté pour pouvoir. Ce sont ses mots. Oui, tout à fait. Oui. Oula. Tout à fait. Voilà, je ne t'aime plus et je veux reprendre ma liberté pour pouvoir tomber amoureux peut-être de quelqu'un d'autre un jour. Voilà, donc tout m'est tombé, le ciel m'est tombé sur la tête. Ça, j'imagine. Je ne m'y attendais absolument pas. Et puis, voilà, donc les choses, ça fait 2 mois maintenant, les choses se sont un peu, envenimées. Disons que moi j'ai essayé pendant 2 mois de comprendre, de me dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, Et de parler avec lui, j'imagine. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, il faut savoir que c'est quelqu'un qui parle très peu, qui intériorise beaucoup. Et donc, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, mais non, c'est mort, mon amour est mort, c'est de la faute à la vie, la routine, l'usure. On a un métier où il n'y a absolument aucune routine. Et voilà. Et puis, je ne te reproche rien. Je n'ai absolument rien à te reprocher. Tu es une bonne mère, une bonne épouse, une bonne maîtresse et un bon collaborateur au travail. Mais voilà, je ne t'aime plus. Bon, alors je me suis bien sûr posé pas mal de questions. J'ai fait une grosse dépression. J'ai fait une tentative de suicide. Voilà, donc et puis en fait, j'étais toujours dans le questionnement, dans cette dépression. Et il y a peu de temps, j'ai appris qu'en fait, il y a 2 mois, il avait retrouvé son amour de jeunesse. Voilà. Alors disons que je m'en doutais un petit peu parce que j'avais vu cette personne quand ils s'étaient revus il y a 2 mois, puisque j'étais avec eux. Enfin, c'était lors d'un événement familial. Et donc c'était par hasard, c'était un. Oui, c'était tout à fait par hasard. Oui, tout à fait par hasard qu'ils se sont revus. Et donc voilà. Et puis là, je sais depuis très peu de temps que effectivement, il entretient une relation avec elle depuis 2 mois. Donc il part, elle habite assez loin, mais je veux dire, elle peut se mouvoir facilement. Et donc elle est seule, cette femme? Oui, elle est divorcée, oui. Ouais. Et elle a des enfants, mais elle est divorcée. Et donc je sais que depuis 2 mois, ils se sont vus 5-6 fois. Et là, ils ont passé 3 jours ensemble. J'ai la preuve, je ne peux pas dire comment, mais j'ai la preuve. Ils ont passé 3 jours ensemble, et puis voilà. Donc je suis beaucoup mieux. Je suis beaucoup mieux psychologiquement parce que. Oui, depuis qu'il y a une raison. Voilà, j'ai mis des mots, j'ai mis un visage sur le ciel qui me tombait sur la tête. Oui, si vous voulez. Oui, je comprends. Et voilà, donc c'est vrai que psychologiquement, je vais beaucoup mieux. Je dors beaucoup plus. C'est vrai qu'en plus, j'avais perdu 10 kilos. Ça, c'est peut-être la chose positive, mais... donc, voilà. Donc, c'est vrai que psychologiquement, je vais beaucoup mieux. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, parce que, on habite toujours ensemble, on fait chambre à part, mais bien sûr, on habite sur notre lieu de travail. Donc, mon mari, il habite avec moi. Et il a l'air de se satisfaire pour l'instant, de cette double vie. C'est-à-dire qu'il est... il va faire de temps en temps, il va la voir, il se fait des petits week-ends avec, etc. Et qu'est-ce que vous décidez pour vous, Laure, aujourd'hui, dans cette situation? Moi, je me suis posé beaucoup de questions quand je l'ai appris. Je me suis dit, de toute façon, il y a 2 choix. Soit je lui dis que je sais, parce qu'il ne sait pas que je sais. Oui.
D'accord. Voilà. Oui, Il c'est ne ce que sait j'allais pas. vous demander. Voilà, il ne sait pas que je sais. Et puis, alors où je continue ainsi pour voir jusqu'où ça va aller et pouvoir me protéger, commencer à me prémunir ainsi que mes enfants. Ou comme on dit vulgairement, je lui saute à la tête. Enfin, je lui dis arrête ton cinéma, je suis au courant. Je pense sincèrement que, bien qu'il le dise, quelque part au fond de lui, mon époux a encore de l'affection et m'aime. Sûrement. Même un peu. Oui, mais ce qui lui manque, c'est la passion. Oui. Voilà. Il a 50 ans comme vous? Non, il a un petit peu plus. Hein. D'accord. Voilà. Et il approche de la soixantaine même. D'accord. Donc il n'a jamais eu de passion dans sa vie. Moi, j'ai toujours bougé, eu des passions. Lui, c'était son travail. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, je me demande si quelque part, il me fait pas reporter un peu ça sur moi en disant, elle, au moins, elle bouge, elle a des passions, elle vit, alors que moi, je suis là, je suis rien et je veux changer de vie, quoi. Oui, qu'il a envie de vivre ça aussi. Ouais. Voilà, je pense. Alors que ça après, tout dépend encore une fois de vous, c'est-à-dire votre capacité à supporter la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire à le laisser vivre son histoire, le temps qu'elle durera, et à jouer la montre. Finalement, vous avez deux solutions. Soit effectivement mettre, comme on dit un peu vulgairement, les pieds dans le plat, mais créer une vraie crise de couple et voir, et éventuellement demander la séparation. Ou alors, si vous tenez à lui et vous tenez à ce que vous avez construit, peut-être qu'il s'agit de jouer la montre, de le laisser vivre ce qu'il a à vivre, de parier sur le fait en espérant qu'il se lasse et de vous dire que... Parce que la stratégie quand même qui consiste à rester calme de votre part et quand même, je pense qu'elle peut être positive pour le coup. Je pense aussi. En plus, si vous voulez... à cause de l'histoire, vous voyez, à cause de votre histoire avec lui. Oui, tout à fait. Voilà. Il me dit, je ne te veux pas de mal, tu as été ma femme pendant presque 30 ans, tu es la mère de mes enfants, je ne suis pas méchant, mais je veux vivre ma liberté, je veux vivre des années qui me restent. Et est-ce que vous lui avez demandé c'est-à-dire, dans un parler un peu vrai, de lui dire dans le cas où j'entends, ça me bouleverse, il le sait, j'imagine tout ce que ça a fait chez vous, mais de lui dire est-ce qu'il est possible de rester en couple et que tu vives ce que tu as à vivre? Il m'a dit non, il veut la séparation. Il veut la séparation. Oui, alors, il veut la séparation. Il veut beaucoup de choses. Il veut la séparation officielle, devant avocat. Il a décidé. Il envisage de vendre l'entreprise. Oh. Attendez, il faut que je vous explique. Mon mari n'a jamais été un décisionnaire. Je ne dis pas que je l'ai porté pendant 30 ans. Il avait des projets, il a des projets, mais quand il avait des projets, il se tournait toujours vers moi pour que ce soit moi qui agisse et qui réalise. Et qui le porte dans ce projet. C'est ce que j'ai toujours fait. C'est vrai que je suis plutôt une femme d'action, mais là où le bas blesse, comme on dit, si vous voulez, c'est que je me suis renseignée sur cette personne, puisque j'ai beaucoup d'amis qui la connaissent, et qui m'ont dit mais elle est habituée à ce genre de choses, elle cherche des gens qui sont elle va pas prendre un chômeur ou un SDF j'ai rien contre ces personnes, mais elle cherche plutôt des personnes nanties ou qui ont fait leur vie et qui ont de quoi pour pouvoir les dépouiller par la suite, quoi. Et moi, là où le bas blesse, c'est que j'ai pas travaillé pendant 30 ans avec mon mari pour se faire dépouiller par ça. Je pense qu'il a suffisamment les pieds sur terre pour dès qu'on va toucher à son argent, il va peut-être dire stop. Mais et même sans le côté financier, moi on a fait des sacrifices pendant 30 ans pour y arriver, pour monter cette entreprise, il n'y avait pas de vacances, il y avait vous voyez, on a élevé nos enfants, on s'est battu pour s'en sortir et maintenant qu'on en est je dis pas qu'on en est sorti, mais
j'ai du mal à comprendre que ce soit quelqu'un d'autre qui va en profiter, quoi. Bah oui, ça vous met surtout très en colère et ça peut se comprendre. Et... Voilà. Donc je suis Vous lui avez dit tout ça oui. Oui. Et comment il a réagi? Il dit non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la routine, c'est comme ça, puis c'est pas autrement, c'est à prendre ou à laisser. Et les enfants vivent toujours avec vous ou Oui, il y en a deux qui. Et vis-à-vis des enfants, lui, ça lui pose pas de. Aucun souci, ils comprendront. Ils sont entourés de gens. Maintenant, il y a beaucoup de parents qui divorcent. Ils ont des copains dont les parents ont divorcé. Ils sont grands, ils comprendront. Donc, il adore ses enfants. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il revient, il vit à la maison parce qu'il y a le travail, mais il y a aussi ses enfants, et puis il adore sa maison, il y est né dans sa maison. Donc, vous souhaitez quoi, Véronique, pour le moment? Disons que moi, ce que je souhaite, j'aimerais que cette histoire ne dure que le temps que durent les roses, oui. Et puis qu'ils reviennent. Moi, je l'aime toujours. Mais je suis empreinte de colère, et voilà ce que je souhaite maintenant. Je sais pas si des personnes ont vécu ce genre d'histoire, si leur conjoint est revenu après, s'apercevant de la. Vous savez, Véronique, en matière d'amour, il y a tous les cas de figure possibles et imaginables. Et que si on pouvait prédire et savoir, il n'y a pas de statistiques, pour vous répondre. Par contre, ce qui est important, c'est que vous teniez sur une ligne de conduite envers vous-même de ce qui vous convient. Si vous ne souhaitez pas le divorce, c'est non. Voilà, c'est non. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir tenir bon dans ce que vous souhaitez. Alors, s'il le veut vraiment, il va vous attaquer, puis vous répondrez avec un... Mais comme vous dites que c'est pas forcément un homme d'action, ou en tout cas, il a eu besoin de vous passer à l'action, si en face de lui, il a une épouse qui est ferme et qui tient le cap en disant « Moi, je tiens à toi, moi, je t'aime, j'ai juste pas envie de divorcer, donc c'est toi qui vois ». C'est lui, c'est ce que je lui ai dit, oui. Oui, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, moi j'attendrai. Bon, bien sûr, je lui ai pas dit que j'étais au courant. Je lui ai dit, non. J'attendrai que ta crise se passe. Et puis, et comment il a réagi? Il m'a dit, mais non, il ne garde aucun espoir, n'a aucun espoir, quoi. Et il est devenu, depuis 2 mois, irrationnel, complètement irrationnel. Il est, on dirait, un amoureux transi de 20 ans. C'est ce qu'il est, pour le moment. Oui. Mais laissez-le avancer. Enfin, je pense que plus vous serez calme dans cette tempête, plus vous allez, en tout cas mieux vous en sortirez. Il y a Sergio qui dit, dans un divorce, tout le monde déguste, les 2 conjoints, les enfants, les chiens, les chats, tout le monde. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, Véronique, votre histoire est la caricature. Je m'appelle Laure, mais bon. Ah, pardon, Laure, pardon, excusez-moi, je vous ai dit, pardon. Oui, malheureusement, c'est un peu une caricature de l'époque, de la société, qui tient un discours où, reprendre sa liberté, au bout d'un certain temps, il n'y a plus d'amour. Alors, il y a un très joli livre que je vous conseille qui peut vous aider, qui s'appelle L'éloge de l'amour d'Alain Badiou. Alain Badiou est un philosophe. Oui. Qui a écrit un très beau livre. Vous pouvez d'ailleurs l'offrir à votre mari s'il est lecteur et que ça peut le faire réfléchir. Oui. C'est un très joli livre sur ces sentiments qui durent, parce qu'un couple, sur le temps, l'amour se transforme. Alors vous avez raison, c'est pas la passion des débuts. Et lui, il fait peut-être sa crise de milieu de vie, entre guillemets. Il vit peut-être sa passion, mais quand il aura fait un peu le tour de son histoire, peut-être que il se souviendra des années qu'il a avec vous, de l'entente qu'il a, parce que ce qui est assez positif dans ce que vous racontez, c'est qu'il vous reproche rien à vous. Voilà, il a juste envie de vivre quelque chose. Voilà. Il a envie de vivre une passion. Qu'il la vive. Mais si vous arrivez à le supporter, encore une fois. Oui, non, mais moi j'arrive à le supporter. Bon, c'est vrai que quand j'ai appris ça, quand j'ai eu l'épreuve devant les yeux, c'est pire que tout. Oui. Mais maintenant j'ai passé ce cap et je vais beaucoup mieux. Mais moi je suis prêt à l'attendre.
Mais disons que, bon, je me dis, de toute façon, comme c'est pas indécis. Alors, il me dit toujours ça en termes de projet. Bon, bah voilà, on va se séparer, on va faire ci, on va faire ça. Et en fait, il me dit ça pour me provoquer, pour que ce soit moi qui prenne les devants, parce que... Donc, moi, j'ai décidé de ne rien faire. Mais oui. Oui, parce que vous allez le déstabiliser. Il faut que vous changiez de posture. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne ressemblez pas à la femme dont il a l'habitude et sur laquelle il peut compter, en tout cas, il va pas pouvoir compter sur vous sur ce projet-là, parce que vous ne le partagez pas. Et ça, c'est fort de lui faire comprendre ça et de le lui faire réaliser par votre comportement. Oui. Maintenant, ne pariez pas trop sur vos forces, c'est-à-dire faites bien attention à vous faire accompagner, soit d'amis, soit d'un psy, enfin j'en sais rien, mais restez pas seul parce que ça peut être difficile pour vous. Vous me dites que vous avez fait une dépression, une tentative de suicide, c'est lourd. Oui, mais à cette époque-là, je ne savais pas. Je ne comprenais pas, vous voyez. Je ne comprenais pas. Oui, vous cherchiez du sens. Et là, vous en avez un. En fait, l'histoire donne un sens. Pardon ? L'histoire qu'il est en train de vivre donne un sens à votre souffrance. C'est-à-dire que là, vous avez du sens. Et quand on a un sens, c'est Nietzsche qui disait, donne à l'homme un pourquoi, il peut s'accommoder de tous les comment. Vous avez un pourquoi. Donc, vous pouvez vous accommoder du comment. Donc, vous allez pouvoir tenir là. Je me sens plus forte maintenant. Oui. Ouais. Et c'est juste que disons que j'ai peur pour mes enfants, au niveau financier, parce que je me dis que ce genre de personne est capable de tout. Hein. Et quand je le vois, maintenant j'en rigole parce que maintenant que je sais, j'en rigole. Mais quand je le vois amoureux transi, alors c'est forcément douloureux pour vous de toute façon de voir l'homme auquel vous tenez amoureux transi. Maintenant, ça vous fait du bien de la voir elle comme une ennemie et c'est normal. Oui. Mettez pas trop d'énergie là-dedans pour pas vous blesser et restez bien dans votre axe à vous, dans ce que vous voulez, dans ce que vous souhaitez. Mais c'est drôle parce je pense que il continue à me mentir. Il me dit non, j'ai personne. Il dit même à nos proches amis à son meilleur ami, il se sent jamais rien caché. Donc son meilleur ami qui lui pareil ne comprend pas. Je lui ai dit mais c'est pas possible. Tu as rencontré quelqu'un, tu as quelqu'un dans ta vie. Ah, non, j'ai personne. Ah oui. Il ment comme un arracheur de dents. Oui. Il ne sait pas mentir. Donc maintenant que je sais, j'en rigole quand il me dit non, ce week-end j'étais seule. Vous voyez, il suffit d'aller voir la note de l'hôtel, vous voyez bien que c'est pour 2 personnes et pas qu'il y a eu 4 petits déjeuners et qu'il n'y en a pas eu que 2, quoi. Enfin c'est des bêtises si vous voulez, mais voilà, maintenant ce que vous pourriez faire en étant un peu maligne, c'est sans le dévoiler, vous pouvez lui faire comprendre que vous n'êtes pas dupe. C'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Il est rentré ce week-end. Il est rentré ce week-end, avec la voiture. Et j'ai dit tiens, j'ai besoin de la voiture, je la prends. Et il était avec moi. Et quand je suis rentrée dans la voiture, il y a un parfum de femme qui est sorti de là. Et je lui ai dit ça sent bizarre là-dedans. Et il me dit non, j'étais seule. Ah oui. Je lui ai pas demandé s'il était avec quelqu'un. Je lui ai juste dit que ça sentait bizarre dans la voiture. Et il m'a juste répondu non, j'étais seule, alors que je sais très bien qu'il ne l'était pas. Mais vous voyez, alors que quelque part en plus je me dis comme on peut dire religieusement, pour lui il n'est pas en faute puisqu'il m'a dit qu'il ne m'aimait plus et qu'il voulait qu'on se sépare. Pour lui, c'est pas une faute. Oui. Il m'a dit mais je pense que c'est la précaution qu'il a prise pour pouvoir vivre son histoire avec. Voilà. D'un air de dire je te l'ai dit, maintenant je ne t'aime plus et tout, donc je suis libre. Et j'ai pas. Oui, c'est pour se déculpabiliser et pour être clair vis-à-vis de vous, ce qui est plutôt à son honneur, vous voyez. D'une certaine manière, c'est-à-dire que il essaye il aurait pu vivre une histoire parallèle et vouloir garder son petit confort, sa femme et faire sa petite tromperie. Donc là, ce qui prouve aussi qu'il tient à vous, en tout cas, cette relation d'une certaine manière. Je
pense. Hein, Je pense, parce que tout à fait. Alors, il y a Grégory qui envoie un message en disant je ne t'aime plus, je veux reprendre ma liberté. Eh bien, chère Véronique, lâchez prise. S'il doit revenir, il reviendra. Non, alors, chère Laure, lui a fait le même. Voilà. En attendant, ne vous empêchez pas de vivre. Quant à son ami actuel, inutile de l'accabler, la vénale vénarde. S'il ne revient pas, apprenez à être égoïste dans le bon sens du terme. Il n'est jamais trop tard. Ouais, et puis il y a First Lisa qui dit patientez, il va se lasser, restez zen, ne faites pas la mégère. Je vous sens solide. Ouais. C'est vrai, moi aussi je vous sens solide, Laure. Et je pense que vous êtes habité de très jolis sentiments liés à votre histoire, donc gardez ça bien au chaud et surtout ne déviez pas de votre cap, c'est votre stratégie qui va faire votre force là. Et votre amour surtout. Et votre amour. Maintenant c'est moi qui ai les cartons. Oui. Et je vais pouvoir jouer avec ça, je ne sais pas, mais... Non, mais jouez votre partie à vous et la partie du couple. Bonne chance Laure, merci de nous avoir appelé. Bonsoir. Au revoir. Il est minuit, vous écoutez Europe 1 et tout de suite le journal vous est présenté par Anne-Sophie Balbière. Bonsoir Anne-Sophie. Sur Europe 1, la libre antenne se poursuit encore pendant une heure où on peut se laisser aller aux confidences, mais aussi celle où on peut partager ses angoisses qui se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39 21. Vous serez accueillis ce soir par Paul. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 ou par SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit. Et puis, vous le savez, dans cette libre antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions, où il peine à trouver des réponses. Et nous sommes là pour les chercher ensemble. Je compte sur vous et sur vos appels 39 21. Bonsoir Véronique. Bonsoir Sophie, bonsoir à tout le monde et tous les auditeurs. Alors je vous appelle en fait pour avoir peut-être pas des conseils, mais en tout cas c'est une réflexion personnelle et au travers de mon expérience vous faire part de certaines choses par rapport à la solitude et à la difficulté de rencontrer des personnes. À l'heure où passe l'émission, la solitude pèse quand on est seul, quand vient l'heure de se coucher, les angoisses remontent. Et voilà, donc en fait pour faire un peu bref, donc mon expérience à moi, je suis divorcée donc depuis 5 ans, j'ai 46 ans. J'ai tenté de m'inscrire sur Internet, donc je voulais en fait parler principalement d'Internet, qui pour ma part nous enfonce encore plus dans la solitude de par le côté virtuel de la chose. Donc j'ai tenté de m'inscrire, j'ai fait une belle rencontre, une première rencontre qui a duré 1 an, sauf que je suis tombée. Alors, je pense qu'on est attiré toujours plus ou moins par le même type de personnes. Je vais pas dire que les hommes sont faux menteurs parce que je pense qu'ils vont dire la même chose. Oui, c'est un peu caricatural. Voilà, je pense qu'il y a autant de femmes, sur les sites internet, il y a un peu de tout. Et j'ai rencontré donc un monsieur pendant une année avec qui j'ai vécu de belles choses. Sauf qu'un jour, il m'a annoncé qu'il avait quelqu'un d'autre depuis quelques mois et qu'il vivait sur deux vies en même temps. Alors comme nous ne vivions pas sous le même toit, mais on se voyait très régulièrement. Je m'étais pas aperçue de la chose. Puis moi, je reste assez entière, assez confiante, assez naïve, je dirais. Je pense pas au mal, je pense pas à ce genre de choses. Donc, vous aviez confiance, quoi. Oui. Oui, voilà, j'avais confiance. Je donnais tout ce que j'avais à donner parce qu'en général, je lésine pas là-dessus. Et puis,
Du coup, j'ai continué à accepter cette relation malgré ça, parce que lui me disait qu'il savait pas trop quoi faire entre les deux. Enfin, les deux lui convenaient bien, mais c'était compliqué. Enfin, et puis au bout d'un moment, c'est lui qui m'a dit, écoute, voilà, je peux plus continuer sur les deux tableaux, donc pardonne-moi, mais je vais continuer avec l'autre personne. Donc voilà, ça a été classé. J'ai beaucoup souffert de la fin de la relation. Là-dessus, il s'est passé un petit moment sans que je m'inscrive, parce que j'ai été un petit peu vaccinée. Et puis un an après, j'ai voulu reprendre. Là pour le coup, c'est pas forcément dû à Internet. Enfin, si, vous avez le sentiment... Alors moi, voilà, oui. Par rapport aux autres expériences, après... Et donc après, vous avez de nouveau rencontré quelqu'un, Véronique ? Voilà, je vais vous faire part de mon sentiment par rapport à ça. Je vais pas réétaler mes autres rencontres. J'en ai pas eu 10 000, mais bon... par rapport au fait qu'Internet, on peut y mettre ce qu'on veut. Alors, moi étant ce que je suis, après les gens pourront penser ce qu'ils veulent, mais c'est vrai que j'ai mis ma photo, j'ai mis ma description telle qu'elle était. Je me suis pas enlevé 3 ans, je me suis pas enlevé 10 kilos, je me suis pas enlevé le fait que j'étais mariée ou que j'avais 3 enfants j'ai raconté telle que j'étais parce que je suis comme ça. Néanmoins, je suis tombée sur beaucoup de personnes et ça m'a vraiment beaucoup heurtée. Aujourd'hui, j'ai tout laissé tomber et à vrai dire, je souffre de solitude et je trouve qu'à mon âge, c'est grave. Beaucoup de personnes m'ont déçue dans le sens où, c'est soit pas la bonne photo. Je suis tombée sur une personne qui était non-voyante, mais qui me l'a dit. Non, il me l'a pas dit. Je m'en suis aperçue le soir où on s'est rencontrés, parce que j'avais pas envie de continuer. Alors au fur et à mesure des conversations, je m'apercevais, soit ça partait en vrille, puis c'était même pas la peine, on laissait tomber. Mais j'étais pas pour parler pendant très longtemps. Je pense qu'il est bon d'aller vite à l'essentiel et de se rencontrer. Ça colle, ça colle pas. Ouais. Voilà, c'est un petit peu mon point de vue pour pas souffrir pour rien non plus. Oui. Et donc un soir j'ai rencontré une personne, ça faisait 2 semaines qu'on parlait au téléphone et sur Internet. On s'est échangé nos numéros, la voix passait bien parce que c'est aussi une étape importante et quand une passe là. Et sauf que j'ai eu un rendez-vous, je rencontre cette personne, je suis arrivée au restaurant la première. Il est arrivé avec une canne blanche, on me l'a amené à ma table. Ça a été un choc. Je veux dire, j'ai passé une soirée, une des plus longues de mon existence, parce que un peu trahi quelque part. Oui, bien sûr. J'ai quand même passé la soirée. J'ai un peu blagué. Il m'a trouvé quand même un peu froide en me demandant. Vous lui avez demandé pourquoi il l'avait pas dit? Alors, en fait, c'est lui qui a été au-devant de moi parce qu'il sentait à un moment donné que j'étais. Oui, que vous étiez mal à l'aise. Froide. Oui. Malgré que j'ai un abord facile, mais il m'a dit je te sens froide. Je lui ai dit écoute, on serait à moi, tu m'imposes quelque chose, c'est quand même assez exactement difficile. Pourquoi? Et il m'a dit si je te l'avais dit, tu n'aurais pas accepté de me rencontrer. Mais oui, mais c'est pas juste. Donc voilà, alors je lui ai dit certes, je t'avoue parce que je suis vraiment franche et entière, oui, je ne t'aurais pas rencontré. Mais je pense que, et peut-être que ça te servira pour après, dis-le, c'est quelque chose que tu ne peux pas évincer. Dis-le parce que une personne va peut-être accepter. Moi, je me sentais pas, pour être honnête, et c'est pas une question de différence ou pas parce que j'aime pas parler de ça, mais je me sentais pas d'assumer ça. Après, il faut être prêt à le faire. Tout à fait. J'allais pas m'embarquer dans quelque chose que je me sentais pas prête à assumer parce que je cherche pas ça. Je cherche pas un truc d'un soir, je cherche pas, Et j'ai eu une autre expérience après d'une personne. Alors c'était peut-être le pas de chance, j'en sais rien. Une personne qui était tétraplégique. Pareil, on s'est rencontrés dans un jardin. Il est arrivé en fauteuil roulant. Moi, second choc, j'ai dit mon Dieu, mais ah oui, c'est incroyable que vous alors lui 2 n'avait fois pas de de suite. photo à me faire voir. Donc alors il y a peut-être Véronique, parce que vous avez commencé à en racontant votre histoire, à un moment donné, à dire je fais confiance. Je ne sais pas si vous avez employé le mot naïf. Je ne crois pas en parlant de vous. Un peu. Oui, parce que peut-être, ce que vous êtes en train de dire, c'est que effectivement, c'est une rencontre au départ virtuelle, avant d'accepter un rendez-vous physique. Peut-être qu'il y a certaines, on va dire précautions. En tout cas, s'assurer que ça convient suffisamment.
voilà, pour qu'il y ait un rendez-vous. Mais ce qui se passe, c'est que le virtuel a peut-être des bons côtés. Hein. Oui, mais pense c'est que vous, ça vous parle pas, tout simplement. C'est que c'est pas votre truc. Moi, ça me parle pas, non et je pense que le virtuel, on fantasme tellement, l'imaginaire travaille tellement sur un tas de choses que attendre, je pense qu'on est peut-être plus déçus. Alors après, oui, mais alors peut-être qu'il s'agit là d'une croyance. Il y a, si vous voulez, à propos des rencontres par Internet, toutes les histoires sont possibles. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des très belles rencontres aussi grâce à ça, parce qu'elles habitent dans des régions éloignées et que c'est aujourd'hui un des seuls moyens de pouvoir faire une rencontre dans sa région. Oui, Autant, voilà, dans des grandes villes ou quand on a certains hobbies ou loisirs ou associations ou certains métiers, c'est plus facile. Autant dans certains contextes, on va dire, ça peut rendre service, si on peut le dire ainsi. Mais sans doute pour vous qu'il y a un code ou un mode d'emploi à trouver pour vous-même par rapport à vos croyances. C'est-à-dire que vous avez besoin effectivement d'aller assez vite dans la vraie rencontre parce que le virtuel vous convient pas et que vous n'avez pas envie de jouer à l'échange de mails, de séduction. Mais peut-être aussi que dans la façon de répondre ou d'entrer en contact, de se parler un peu vrai, on peut se parler assez vrai par écrit, même par mail en fait. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je suis d'accord avec vous, mais... Vous voyez, il y a Thibou qui envoie un SMS pour dire « dis donc, j'ai eu droit à la même chose en tant qu'homme ». Eh bien voilà, non, mais c'est pour ça que je dis, effectivement, je ne vais pas accabler les hommes parce que ce serait malvenu. Il y a sans doute beaucoup de femmes aussi qui ne racontent pas ce qu'elles sont vraiment, qui mettent pas la bonne photo, qui mettent pas la bonne description. Après, et c'est là qu'on sait plus. C'est là qu'on sait plus, On est perdu et c'est là qu'on ne sait plus où donner de la tête par rapport à tout ça. J'ai rencontré la dernière personne que j'ai rencontrée. Ça a été on s'est rencontrés un soir. Alors lui à peu près la description qu'il faisait, j'avais vu une photo de lui et tout. Là ça correspondait. La seule chose qu'il voulait, c'était m'emmener chez lui pour coucher avec moi. Et ça, c'est des choses qui moi me blessent quelque part parce que j'ai pas envie ni d'arriver à ça, ni d'inspirer que ça. C'est pas ce que vous souhaitez. Voilà, c'est pas ce que je cherche. Et puis à la fois je me dis mais est-ce que c'est pas moi qui donne espoir de ça ou qui reflète, je sais pas. Non, c'est simplement que là, pour l'instant, il y a Néjoud qui dit ne désespérez pas, après un divorce et 7 ans de solitude triste, j'ai rencontré un homme sur le net et on se marie cet été, croyez-moi, ça existe. Ah, bonheur à eux. Alors. Donc, vous voyez, c'est simplement qu'il n'y a pas de règles. C'est-à-dire qu'en fait, quand je vous écoute, c'est un peu comme si vous étiez en train de me dire, bon, il doit bien exister une règle, mais je la connais pas, alors c'est pour ça que j'y arrive pas. Non, en fait, il y en a juste pas. Il n'y en a pas. Mais par contre, c'est important de rester vous très en cohérence avec ce que vous souhaitez. Vous rencontrez un homme qui veut passer la nuit avec vous dès le premier soir et vous, c'est pas ce que vous souhaitez. C'est pas ce que vous souhaitez. Ça veut pas dire que il faut en déduire que il faut que je passe systématiquement une nuit pour aller plus loin. Si c'est pas ce que vous souhaitez, c'est pas ce que vous souhaitez, Véronique. Ce monsieur, je suis restée en contact avec lui par SMS en lui demandant de temps en temps de ses nouvelles parce que là, je suis comme ça, je suis assez amicale. Après, je veux dire, ça, j'ai pas voulu, j'ai pas voulu le premier soir. Il m'a dit, c'est pas grave. Il m'a dit une prochaine fois, et puis de toute façon, je t'aurai bien un jour. Et je lui dis, mais attends, mais à quoi tu joues ? Enfin, c'est quoi Oui, mais lâchez. Non, mais là, Véronique. Toi, tu es dans la consommation. Et il est dans la consommation. Et moi, je lui dis, mais tous les soirs, tu es sur Internet. Tu n'es que. Parce qu'il me dit, de toute façon, je peux en avoir une tous les soirs si je veux. Je lui dis, mais tu es dans la consommation. Oui, mais Véronique, là, vous rentrez dans un débat avec cet homme qui n'a aucun intérêt pour vous, puisque c'est pas ce que vous souhaitez. Donc, vous perdez de l'énergie. Vous voyez, là, vous dispersez et vous mettez de l'énergie dans des relations qui sont pas bonnes pour vous. Non. Et donc, vous patinez un peu dans votre croyance de Internet, c'est pas bien, parce qu'en plus, vous continuez à créer un lien là par SMS avec un type qui est juste absolument pas pour vous. Enfin, c'est pas. Il y a Catherine qui dit le speed dating, une idée pour Véronique. Ouais, pourquoi pas? Ouais, j'ai pas pensé à ça, mais alors là, par contre, oui, le speed dating, j'y crois. Enfin, je sais pas que j'y crois pas, j'ai pas testé, mais alors pour le coup, les 10 minutes.
chronométré, à poser 15 fois les mêmes questions. Et Véronique, vous avez des hobbies, des passions, des loisirs qui vous permettraient, ou je sais pas, ou des voyages, pour faire des rencontres. Je suis comédienne amateur, donc là pour l'instant j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai eu des soucis de boulot. Voilà, je fais du massage parce que je me suis reconvertie dans le massage de bien-être. Donc oui, j'ai des passions, bien sûr. J'ai des passions. Mais je rencontre, voilà, je travaille, mon travail me permet pas de rencontrer des gens facilement de par l'emploi des emplois du temps. Et dans le fait de jouer la comédie, ou je sais pas si vous allez au Festival d'Avignon cet été, ou non, prendre quelques jours, voilà. Parce que vous voyez, les rencontres, c'est aussi ça, c'est dans la rue, c'est un café, c'est un musée, c'est un théâtre. J'arrive à presque plus croire parce que du coup le regard des hommes aujourd'hui ça vous fait peur. Oui, c'est qu'en fait, finalement, au fil de l'eau, dans ces rencontres, vous vous êtes créé des peurs. Et maintenant, vous avez un filtre. C'est-à-dire que vous filtrez systématiquement. Il y a Thibaut qui dit « Mon frère a rencontré l'amour sur le net et sans y croire, donc patience ». Mais là, vous voyez, Véronique, ce que vous racontez, c'est pas tant Internet. Le problème, c'est ce que vous avez créé comme sens et comme croyance suite à vos expériences. Et maintenant, c'est un peu compliqué pour vous de vous en défaire parce que vous avez un filtre. Vous filtrez avec vos lunettes. Je me demande si quand même beaucoup de gens se retranchent pas derrière Internet. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est presque une solitude encore pire, quoi. Je sais pas. J'en ai pas Oui, enfin, là où vous avez raison, c'est que oui, il y a ce côté un peu consommation, supermarché, qui est un peu dans l'époque, en tout cas dans les histoires de couple. C'est tu dois me convenir, je dois te convenir. Enfin, comme si on était tous des objets en rayon et qu'on fait des castings et on doit remplir la bonne case. Et c'est vrai que tout ça est un peu terrible, un peu triste, et surtout annule la complexité de l'amour et de la relation humaine, qui demande quand même à chaque fois un effort. Forcément, quand je dis un effort d'ouverture, d'aller vers l'autre, d'empathie, de lien. Donc forcément, c'est il y a tout ça qui est gommé parce que on est forcément dans le plaisir et le bonheur et ça doit marcher à tous les coups. Non, ça fonctionne pas comme ça. Alors il y a Nejoud, vous savez, qui va se marier donc cet été, qui renvoie un message en disant il y a une règle, Véronique, de la patience avant de rencontrer le bon. J'en ai rencontré une bonne 50aine. Ouf. Et puis il y a Estelle qui dit il y a de tout sur le net. J'ai rencontré mon mari sur Mythique et on attend notre deuxième enfant. Bon courage, vous allez trouver, vous dit Estelle. Il y a de belles histoires, ça c'est certain. J'ai aussi des amis. Et vous voyez le suriquette qui dit le suriquette heureux ici. Internet m'a permis de rencontrer ma moitié et nous allons entamer notre 5e année de vie heureuse et même si nous avons consommé le premier soir. Vous voyez donc. Tout est possible, Véronique. Je crois qu'il n'y a pas de règle. Là, le gars qui visiblement voulait vous entraîner dans son lit le premier soir, c'est la seule chose qu'il cherchait, puisqu'après vous l'avez validé avec le texto quand il a dit je finirai par t'avoir. Donc il n'y a pas de règle. Il faut pas que c'est lieu le premier soir. Il faut pas ceci, il faut pas cela. Il faut vous faire confiance là, vraiment. Non, il n'y a pas de règle, sauf que, très sincèrement, là, aujourd'hui, je suis vaccinée, j'ai laissé tomber, je me suis désinscrite du site où j'étais parce que ça devenait pour moi, dès que quelqu'un essayait de m'aborder, j'y voyais forcément pas le bon côté, quoi. Enfin, pas de positif. Et dans la rue, ça devient pareil. Je suis assise à un café, je prends un bouquin, surtout pour pas que... Parce que le regard des hommes Alors, vous voyez, Véronique... Oui. Ne me parle pas de bonnes choses, quoi. Oui, alors là, il y a peut-être quand même quelque chose à revoir dans votre regard à vous, dans vos croyances. Et c'est intéressant parce que vous avez commencé votre témoignage en disant, voilà, je voudrais vous parler des rencontres par Internet, etc. Puis finalement, on en arrive à vous. Et vous, c'est le filtre que vous avez construit dans votre vécu, qui doit sans doute remuer des choses dans votre histoire. Et il y a peut-être quelque chose à aller regarder du côté de l'image du masculin, de l'homme, de la réaction. Alors j'ai plein de
vous voyez, il y a plein de réactions qui arrivent pour vous. Il y a j'imagine. Oui, alors il y a Amandine qui dit Véronique, vous voyez le handicap physique lors de la rencontre, mais le problème ou le handicap psychique ne se voit pas au coup d'œil. Et puis Nathalie qui dit et moi je me suis mise au lapin comme plat principal depuis que je suis inscrite. Patience, il y a des gens bien, on y est bien nous. Ah, oui, ça je sais pas, mais c'est pas une histoire de gens bien ou de gens pas bien. Je crois que là non. encore. Et puis après, pour rebondir sur le témoignage d'une personne dont vous venez de parler, sur la différence physique. Alors encore une fois, je ne parle pas de différence parce que j'en ai parlé après avoir fait cette rencontre. J'en ai parlé à ma meilleure amie qui m'a dit elle m'a dit Véro, laisse peut-être une porte ouverte. Ça peut être une belle histoire. Que ça aurait pu être peut-être une belle histoire si c'était pas parti sur du mensonge, sur quelque chose qui m'est infligé. Oui. Voyez, on peut très bien avoir le coup de foudre pour une personne paraplégique, pour une personne non-voyante. Peu importe. Enfin, ah non, mais vous avez, mais oui, bien sûr, Véronique. Là, c'est que vous êtes senti trahi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment de trahison, quand vous dites, quand je suis à un café, je me cache derrière un livre parce que j'ai juste pas envie. C'est que c'est la rencontre qui vous fait peur. Il y a quelque chose dans la rencontre qui touche quelque chose en vous, qui vous inquiète. Alors peur peut-être liée, j'en sais rien. Faudrait explorer ça pour vous-même, mais liée à votre séparation précédente, qui est peur de la trahison. Peut-être liée aussi à cette histoire de cet homme où vous aviez pendant un an imaginé reconstruire quelque chose de beau et de bien avec lui, dont vous étiez vraisemblablement amoureuse. Et cette blessure-là, elle est sans doute encore très très vivace, très vivante. Vous voyez, donc là maintenant, une chaise chaude craint l'eau froide, c'est tout le problème des rencontres et des relations. On a toujours peur de retomber ou de revivre et puis on a peur de souffrir. C'est toujours cette même histoire, la peur de souffrir. Mais si vous prenez pas de risques, l'amour c'est justement ce que l'amour nous propose, c'est nous ouvrir, de prendre des risques, de donner sa confiance et c'est quelquefois ça que voilà, qui est important d'aller. Donc bon courage Véronique, ne vous désespérez pas, mais allez enquêter un petit peu autour de votre relation au masculin, ce serait intéressant là, d'essayer de dénouer un peu les fils. D'accord. Et puis je remercie Paul pour l'accueil qui fait il est heureux. Il est heureux, il a un grand sourire, Paul. Il a toujours un grand sourire. C'est parfait. Merci à vous. Merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci Véronique, au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Et avant d'accueillir Sophie à l'antenne, j'ai des réactions pour vous, Laure. Si vous nous écoutez encore, votre histoire a suscité beaucoup de réactions parmi les auditeurs et donc beaucoup de mails qui sont arrivés pour vous. Alors il y a Laetitia qui nous dit « Je traverse la même histoire que Laure, mais je n'ai pas la force de refuser le divorce. Je supporte tout pour que nos enfants ne souffrent pas. Il vit une nouvelle vie, j'enrage et je ne peux rien dire. Quelle injustice. Remercie ainsi, il en faut du courage pour surmonter tout ça. » Et puis Véro qui vous dit « Laure, j'ai vécu en 2012 la même chose que Laure. Aujourd'hui, ça va mieux. Notre couple revit. » Et Véro propose de vous joindre hors antenne. Et donc, voilà, on vous mettra en relation. Et puis Maryse qui dit « J'ai vécu le même parcours que Laure. C'est incroyable. Il faut qu'elle mette l'énergie pour se recentrer sur elle et être forte. Inutile d'essayer d'expliquer l'inexplicable. Il faut qu'elle travaille sur ce qu'elle veut. Elle a compris déjà beaucoup. Alors, c'est gentil, je suis à l'étranger, écrit depuis mon téléphone, pardon pour les fautes, mais non, il y en a très peu des fautes, Maryse. Merci à vous de nous envoyer effectivement de UK le mail. Et puis Isaac qui dit « Bonsoir Laure, vous êtes posée et réfléchie et sans aucun doute vous saurez faire face au démon de midi qui vient chatouiller votre époux. En vous écoutant, on songe à une passade, à un coup de sang printanier qui fondra au premier vrai rayon de soleil. Poursuivez sereinement votre chemin et soyez prête à parer les attaques quand elles viendront. Si cela peut vous rassurer, prenez un conseil juridique, ça peut toujours être utile. Très bon courage à vous et attendant des nuits plus paisibles, délectez-vous de l'éloge de l'amour, c'est un régal. » Merci Isaac. Oui, je confirme. L'éloge de l'amour d'Alain Badiou, c'est effectivement un régal. Et puis Laetitia qui vous dit « Laure, je traverse la même histoire, mais je n'ai pas la force de refuser le divorce. Je supporte tout pour que nos enfants ne souffrent pas. »
Et j'enrage, mais je ne peux rien dire. Voilà, écoutez, voilà une histoire qui a suscité beaucoup de réactions des auditeurs. Sophie, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie. Écoutez, je suis très contente de vous avoir au téléphone. J'écoute l'émission depuis qu'elle existe, je crois. Oui. Et je suis intervenue 1, 2 ou 3 fois. Mais je pense pas avoir entendu une histoire comme celle que je vais vous raconter. Ou alors je l'ai manquée. Voilà, c'est une histoire difficile parce que je suis retraitée, j'ai connu mes enfants aussi, d'ailleurs beaucoup de violence dans la vie. J'ai un caractère assez fort, optimiste et je vais assez de l'avant, je m'en suis toujours sortie. Mais là, j'ai quelque chose dont je me sors pas, c'est-à-dire que j'ai une fille qui n'a pas 40 ans, qui a appris au mois d'avril qu'elle était atteinte d'un cancer du sein. Tous les examens qu'on lui a fait avant l'opération, parce qu'elle a été opérée, disaient que ce qu'on appelle les ganglions qui sont proches du sein, etc., étaient sains, n'étaient pas touchés. Donc elle s'est remise doucement de l'opération et vendredi dernier, elle a appris qu'en fait les ganglions étaient touchés. Donc elle n'a plus du tout le moral, bien sûr. Son mari, qui est un mari merveilleux, l'aide extraordinairement, mais est très sensible et ne montre pas certainement, puisque je ne l'ai pas vu depuis, le gros chagrin qui vient de lui retomber dessus, puisque ma fille va être réopérée d'ici la fin du mois. Et là, je suis perdue. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi penser, je ne fais plus rien du tout. Mais plus rien du tout. Sophie, vous êtes loin de physiquement de votre fille ou vous habitez pas loin ? Non, on habite la même ville. Oui. Simplement, elle a voulu vivre en cocon avec son mari qui a dormi à l'hôpital avec elle. Oui. Et elle a voulu voir personne. Donc elle veut voir personne. Et vous vous sentez un peu éloignée là ? Non, pas du tout. Je la comprends très bien parce qu'elle veut vivre ça en cocon. Oui. Parce que de toute façon, elle est très, 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 très fatiguée. Même mes SMS la fatiguent. Donc je respecte totalement ça. Mais bien sûr, quand je l'ai au téléphone, ce qu'il y a de dur, c'est que je peux pas dire « Oh là là, ma pauvre fille, nanana, c'est terrible ». Et je peux pas dire non plus en même temps « Mais t'inquiète pas, ça va aller ». Donc de toute façon, je sais pas quoi dire. Et je sais tellement pas quoi faire que je fais plus rien. Oui, je Donc comprends. j'aurais voulu des témoignages de maman ou de papa qui sont passés par là, parce que il m'arrive même d'imaginer le pire, c'est-à-dire que dans ma tête, je me fais le défilement de la messe d'enterrement, vous voyez, c'est carrément... Et alors est-ce que quand les ganglions sont touchés, quand il y a une deuxième opération, quand ceci, quand cela... Sophie, vous témoignez de quelque chose qui est très difficile dans une vie, qui est d'accompagner quelqu'un, d'être aux côtés de quelqu'un, d'un proche, dans une maladie très grave. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'issue en soit fatale, forcément. Surtout aujourd'hui, dans le cancer du sein, il y a quand même beaucoup de cancers du sein qui sont excessivement bien soignés, mais ce que ça interroge... Elle a été opérée tout de suite, donc je me raccroche à ça. Oui. Bon, ce que ça interroge... J'ai déjà accompagné mes parents, j'étais à côté d'eux, je leur tenais la main. J'ai accompagné beaucoup de personnes jusqu'au dernier instant. J'ai pas pleuré parce que je me disais, il faut qu'ils partent tranquillement, heureux, on peut plus rien faire pour eux. Donc, c'était pas... bien sûr, j'étais pas gaie, mais j'ai pas eu une détresse épouvantable quand ils sont partis. J'ai juste essayé qu'ils partent bien. Seulement là, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste, elle n'a pas 40 ans. Mais oui. Voilà. C'est moi qui aurais dû partir, qui devrais partir. Et c'est là-dedans que vous êtes. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à l'accompagner et à trouver les mots pour l'aider dans sa maladie. C'est que vous vous sentez presque coupable, finalement, Sophie. C'est ça qui est compliqué, pour vous. Coupable de pas quoi savoir dire, coupable de pas quoi savoir faire. Mais Sophie, il n'y a rien à dire, il y a juste à être. Et puis, coupable d'avoir mis un enfant au monde. On dit, je veux un enfant, mais on lui demande pas son avis, quoi. Attendez, Sophie, coupable. Non, mais je vous arrête. C'est pas pour qu'il lui arrive tout ça. Non, mais je vous arrête. Votre fille fait son chemin de vie à elle. Elle a près de 40 ans. Elle est dans son chemin de vie sur lequel vous n'avez
n'avez pas, voyez, enfin, vous l'avez mis au monde. On peut pas dire pourquoi j'ai mis un enfant au monde si c'est pour qu'il lui arrive que sa vie s'arrête avant la mienne. C'est surtout que mes enfants ont perdu leur papa aussi, oui. Très jeune. Mais Sophie, c'est pas une histoire de choses à dire ou de choses à faire, c'est d'être. En fait, là, ce que vous impose la maladie de votre fille, c'est juste une présence, c'est d'être là. Et je suis certaine que vous l'avez, cette présence-là. Ce qui est compliqué pour vous, que j'étais disponible dès qu'elle m'appellerait. Oui. Je lui ai dit, donc, puisqu'elle trouvait que je lui envoyais trop de SMS, elle a fatigué. Oui. Elle m'a dit je t'appellerai, donc je respecte, je ne l'appelle plus même si j'en meurs d'envie, je l'appelle plus, j'attends qu'elle m'envoie un petit mot. Là j'en ai pas eu depuis qu'elle m'a annoncé que les ganglions étaient touchés aussi en dessous du bras vendredi. J'appelle pas, je respecte complètement. Oui. Parce qu'elle vous a dit de pas l'appeler ? Oui, elle a demandé que personne ne l'appelle. Elle m'a dit que je pouvais mettre au courant les très très proches de moi. Et vous pouvez envoyer un petit SMS pour dire que vous êtes là, s'il y a besoin, que vous êtes présente. Oui, ça je lui ai dit, mais elle m'a répondu. Elle m'a répondu, s'il te plaît, m'envoie plus de SMS. Je suis très très fatiguée. Moi, je t'appellerai. Oui, peut-être qu'elle sent votre détresse, Sophie. Et peut-être que c'est lourd pour elle. Je pense qu'elle est tellement en amour avec son mari, qu'ils sont complètement en fusion avec cette saloperie, excusez-moi du mot, et qu'elle veut le vivre vraiment en cocon et pas entendre des phrases qui seraient de toute façon maladroites. Parce que vous vous sentez vous-même maladroite, Sophie. C'est obligé. Si je lui dis t'inquiète pas, ça va aller, ça soigne bien, elle va dire mais tu comprends pas. Si je lui dis oh là là ma pauvre fille, qu'est-ce que c'est grave, etc. Ça va la désespérer. Donc je sais, je peux même pas savoir quel mot dire. Parce qu'il n'y a pas de bonne phrase ou de mauvaise phrase à dire. Il y a ce que vous ressentez au moment où ça arrive. Et là, ce que vous ressentez aujourd'hui, c'est l'immense colère et culpabilité que vous avez par rapport à ce que vous vivez comme une injustice de la vie. Voilà, et surtout, donc c'est compliqué pour vous. Mais oui. N'importe quoi, je voudrais pas qu'elle souffre. Bien sûr, en tant que maman, c'est terrible ce que vous vivez. Ouais. Mais ça, c'est important de le reconnaître en vous-même parce que c'est par ce chemin-là que vous allez trouver la bonne posture à avoir avec votre fille, les bons mots. Vous voyez, c'est en faisant ami avec cette colère, avec tout ce que vous ressentez. Oui, mais ça, je pense qu'on s'est comprises toutes les deux. Oui. Elle sait que je lui envoie toutes mes ondes positives possibles et que même si je l'ai pas au téléphone, parce qu'en fait, je l'ai vue que 1 heure depuis sa première opération. Elle a fait une toute petite sortie en ville avec son mari. Au bout d'1 heure, elle était fatiguée, donc ils sont rentrés. Je l'ai vue qu'1 heure, mais c'est pas trop ça qui me dérange. Je veux dire, si je la vois pas, si c'est son souhait à elle. Je suis pas du tout fâchée contre ça. Oui. Je respecte complètement son besoin ou son désir d'être seule. Parce que je lui ai proposé de venir l'aider, etc. Mais elle me dit, mais je peux faire la cuisine et autrement je dors. Je dors confortablement. J'ai besoin de rien. J'ai pas besoin de présence. Donc je respecte parce que je comprends aussi que d'un autre côté, une présence, elle va se sentir obligée de parler. Ou ça fait un peu comme une intrusion dans ce qu'elle vit au fond de son cœur, bien sûr, au fond de son âme et de son corps et avec son mari. Donc ça, je comprends très très bien, j'accepte très très bien ça. Mais du coup, vous vous sentez très seule, vous, avec ça? Moi, je suis très seule parce que les derniers gros problèmes que j'ai eus, c'était une violence conjugale. Ça fait quand même déjà une dizaine d'années de ça. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Et j'étais en train de me remettre. Je pensais, j'ai pas l'internet, donc je peux pas m'inscrire sur Mythique ou autre chose. Mais je pensais vraiment me dire, allez, maintenant, ça y est, t'en es sorti, refaire ma vie. Et c'est toujours ce que je recherche, en fait. Enfin, on refait pas sa vie, mais c'est toujours ce que je recherche. J'ai trouvé, comme votre auditrice précédente, quelqu'un en qui avoir confiance, en qui partager les mêmes goûts dans une vie plus ou moins commune. Trouver un bonheur conjugal ou même si on n'habite pas ensemble. J'en étais là.
jusqu'à ce que cette nouvelle tombe comme un coup près, comme à chaque fois que je vais mieux. Enfin, chaque fois que je me sors d'une situation, paf, il y a quelque chose qui retombe. Mais je m'en suis toujours sortie. Mais là c'est trop, quoi. Là, c'est trop. Ouais, là, c'est trop. Ouais, c'est trop. Et c'est ce trop qui est compliqué. Enfin, vous voyez, qui est tellement obsédant pour vous que vous n'arrivez plus à trouver la position juste face à elle. Alors, il y a Thibaut qui dit quelque chose de très joli, je trouve, qui dit dites juste je t'aime en SMS en marquant ne pas répondre. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Je trouve ça très doux. Voilà, j'ai envoyé un SMS à son mari tout à l'heure pour pas que le bruit du SMS la réveille. Oui. C'est une phrase de Monterland qui dit la confiance est une capacité divine donnée à l'homme. Oui. Et ensuite, j'ai rajouté avec toutes mes pensées positives et tout mon amour. Oui. C'est tout. C'est tout. Eh ben, c'est formidable. Je l'envoie à son mari parce que je sais qu'il va lui lire. Je sais que le bruit du SMS va pas la réveiller elle. Et c'est des petites choses comme ça que j'envoie. C'est pas des grandes phrases, des grands romans. C'est des petites choses comme ça. Et puis, j'ai pas besoin d'en raconter plus. Là, on se comprend très très bien là-dessus. Oui, oui. Ben, vous voyez que vous aviez commencé par me dire je trouve plus les mots, je sais pas. Mais c'est formidable. Oui, je veux dire, je trouve voyez, pas les Sophie, mots, c'est-à-dire que je fais pas de longues phrases ou de discours, de grandes choses mais oui, rassurantes. Mais non, mais il y en a pas. Mais il y en a pas. J'en vois juste. Mais c'est bien. C'est bien, Sophie. Il y a Amandine qui dit dites-lui que vous l'aimez, mais ça vous le faites, qu'elle peut s'appuyer sur vous et ça vous le faites, que vous lui envoyez des ondes positives, c'est ce que vous venez de nous dire. Hein? Donc vous êtes très présente, Sophie. En fait, c'est important que vous l'entendiez ce soir de la part des auditeurs pour vous rassurer. Parce que quand on vous entend, vous êtes pleine d'amour et d'attention pour votre fille. Et c'est vrai que c'est terrible, vous aimeriez pouvoir faire plus, mais vous faites déjà tout ce que vous pouvez faire. Et il n'y a pas autre chose. D'auditeurs Eh ben Sophie, on vous mettra en contact. D'accord. Qui me parlent de ces fichus ganglions là, qui sont apparus sains lors de l'opération, puisqu'on lui a enlevé le sein carrément. Et les examens qui ont été faits sur les ganglions, le premier ganglion s'appelle Sentinelle d'ailleurs, c'est marrant, comme s'il était là pour monter la garde. Et les ganglions étaient sains. Et puis après 15 jours ou 3 semaines d'opération, et de mise en culture, je suppose, de ce qu'ils ont trouvé, paf, on lui annonce que ces ganglions sont touchés. Mais écoutez, Sophie, les auditeurs vous ont entendu, et puis avec Paul, on s'en occupe et on manquera pas de vous mettre en relation avec des auditeurs pour parler de la maladie que traverse votre fille. Bon courage à vous en tout cas, et merci de nous avoir appelés. Et Olivia vous dit, Sophie est une super maman, qu'elle se rassure. Bon courage à vous. Ça me rassurerait beaucoup, effectivement. Mais c'est ça, je ne sais pas si ça se termine bien dans ces cas-là quand les ganglions sont atteints. Je ne sais pas s'il y a une chance que ça se remette, que ça se répare. Il y a toujours une chance, Sophie. Tant qu'en la vie est là, il y a toujours une chance. Il y a toujours plein d'histoires extraordinaires dans des maladies très graves. Ben oui. Beaucoup de volonté. Bon courage à vous, Sophie. Merci de nous avoir appelés. Bonne nuit à vous. Merci. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Marie-Hélène. Bonsoir. Voilà, je suis donc Marie-Hélène, j'embrasse tout le monde. Oui. Je vous appelle parce que je vis seule depuis 2 ans et que là je suis dans l'attente d'une transplantation du foie. Oui. J'ai un foie malade et je vous appelle parce que je ne comprends pas pourquoi j'ai l'impression d'être spectatrice de tout ce qui m'arrive en ce moment. Oui, mais vous êtes dans une période d'attente, oui. Oui, une période d'attente, mais bon, c'est une attente... Mais comme une attente de vie. Oui, bien sûr, mais j'arrive. Comme si c'était pas vous. Oui, voilà. Comme si c'était pas vous qui viviez ce que vous êtes en train de vivre.
Tout à fait. C'est comme si je me voyais de haut, Oui. que je regardais tout ce que je fais, parce Oui. que je fais tout actuellement pour que tout soit en ordre au moment de l'intervention. Oui. Que tous mes papiers, que quand je rentre de l'hôpital, j'ai une aide ménagère, enfin bon. Je m'occupe de tout ce qu'il faut, mais je n'arrive pas à me sentir investie par cela. Je ne sais pas, je me sens pas malade. Ah, vous sentez pas. Ah, c'est comme si c'était pas vous. C'est pas vous qui êtes malade, qui attend une transplantation. Oui. Il s'agit pas de vous. C'est comme c'est pas de moi. Voilà. Mais et c'est comme ça depuis le début en fait de votre maladie, ou c'est récent, c'est depuis que vous savez que vous allez avoir une transplantation? À quel moment? Ah non, c'est le début de ma maladie, parce que ma maladie a commencé il y a plusieurs années. Oui. Hein. On se retrouve pas avec un foie dans l'état que j'ai comme ça par hasard. Et c'est depuis le début. Oui. Et j'ai fait des mois d'hôpitaux. J'étais en réanimation. Bon, là, je suis suivie, je suis aidée par des psys. Oui. Je suis vraiment très, très bien entourée. Oui. J'ai mes enfants qui m'aiment. Mais je suis toute seule. Je suis toute seule et j'ai l'impression de me regarder de haut avec tout ce que je fais. Tantôt, j'ai refait tout mon dossier pour salpêtrie. Voilà. Et j'étais comme un robot. Enfin, et c'est désagréable, Marie-Hélène, ce sentiment? Ce papier-là, on le garde. Oui. Celui-là, on le garde pas. Et Marie-Hélène, est-ce que c'est désagréable, ce ressenti, ce sentiment de vous regarder? Oui. 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 C'est-à-dire, quand vous dites c'est désagréable, qu'est-ce que ça vous provoque chez vous? Je me sens pas investie. Ah. Vous en voulez? Un peu comme si vous vous en vouliez? Ah ben je m'en veux complètement, bien sûr. Je m'en veux complètement. Et j'aime mieux regarder du haut que de me... Mais alors Marie-Hélène, il y a quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que en fait, vous racontez que vous vous occupez bien de vous et qu'on s'occupe bien de vous. Vous êtes bien entouré et vous vous occupez bien de vous, faites les papiers, tout ce qu'il faut faire, les démarches, etc. Et en même temps, vous avez ce sentiment désagréable de ne pas être investi et de ne pas vous occuper de vous. Alors il y a comme un paradoxe, parce que vous faites les choses, vous voyez, vous les faites réellement, mais vous ne ressentez pas que vous les faites. Oui. Et vous vous en voulez finalement de ne pas le ressentir, comme s'il y avait un décalage. Tout à fait. Alors que c'est dans l'agir qu'on se sent exister. Vous vous occupez bien de vous et bien de votre maladie, puisque vous faites les choses en lien et en conséquence avec. Donc vous êtes investi, vous êtes de fait, vous voyez, objectivement, dans ce que vous me racontez, on peut dire, Marie-Hélène, elle est très investie. Mais vous ne le ressentez pas à l'intérieur. Voilà. Voilà. À l'intérieur de moi, je me sens... Vous voudriez ressentir quoi? quoi? Le frisson de la vie. Voilà. Qu'est-ce que vous devriez ressentir, idéalement? Qu'est-ce que vous souhaiteriez ressentir? Qu'est-ce que vous imaginez que vous devriez ressentir? J'aurais envie de me battre, de me dire que je suis malade, que j'ai une famille, j'ai des petits enfants là aujourd'hui, ma petite fille a 14 ans, donc quelque part j'ai besoin d'investir, mais je n'y arrive pas. J'ai l'impression d'être... Ce serait quoi pour vous battre? Parce que comme depuis le début de ma vie, j'ai été ballottée. Comme depuis le début de ma vie, on a fait un peu de moi quelque chose de... Voilà, une chose.
Comme si vous étiez ballottée. C'est pas vous qui êtes là. Oui. Et la maladie ne fait que le valider finalement, ça. En fait, la maladie vient le dire encore plus, mais c'est quelque chose qui est là depuis très longtemps. Ah oui. Depuis très très longtemps, j'ai accumulé, et puis je me dis, mais t'es pas normal, parce que tu devrais souffrir, tu devrais penser aux tiens, à ce qu'ils vont devenir après, si jamais il advient que... mais ça, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que depuis le début de ma vie, oui, j'ai été ballottée. On a fait un peu de moi ce qu'on a voulu. Et dans les pires, enfin, quand je dis ça, c'est dans... On a fait ça, voilà. J'étais... Donc vous sentez un objet dans les mains de la médecine, ça valide encore plus tout le scénario de votre vie. C'est un peu ça que vous vivez, Marie-Hélène. Oui. Mais la médecine, elle ressent pas ça. La médecine, elle est là pour avoir les résultats des examens. Oui. Et qu'est-ce que vous disent les psys ? Vous dites que vous êtes accompagnée par les psys. Parce que je suis suivie en CMP, enfin bon. J'ai un psychologue que j'aime beaucoup. Et puis quand j'ai la possibilité de parler, alors là, moi, je peux plus m'arrêter. Alors, je parle de ma vie, je parle de tout. Et là, vous sentez, et là, vous le ressentez quand vous parlez ? Oui. Ah, vous voyez, Marie-Hélène, j'ai envie de dire que bon. Donc c'est le moment. Il y a un tableau qui va pas là, il y a un truc. Oui. J'ai besoin d'exprimer. J'ai besoin d'exprimer beaucoup, alors que j'ai la sensation que l'on a toujours bouche la bouche. Alors peut-être... c'est pas beau de dire ça. Non. Mais Marie-Hélène, malheureusement, je vais devoir vous quitter parce que c'est la fin de l'émission. Mais peut-être qu'il y a avec vous juste à bouger et voir ça avec le psy qui vous suit, une croyance que vous avez. Parce que vous faites les choses, vous mettez bien en mots, vous vous occupez bien de vous sur le plan de la maladie, vous êtes entouré. Donc il y a plein d'actions et de réalités objectives qui font que vous êtes quand même bien là et que peut-être que ce ressenti est plus lié à une croyance et comme vous avez des facilités pour mettre en mots, ça n'aide pas. Donc bon courage à vous, Marie-Hélène. J'ai pas de croyance. Non, de croyance sur vous quand je parle de croyance, de ce que vous croyez que vous ne ressentez pas et que peut-être vous ressentez. Bonne nuit Marie-Hélène, merci de nous avoir appelés. On se retrouve demain, chers auditeurs. Passez une bonne et douce nuit. Et je vous laisse pour le flash en compagnie d'Anne-Sophie Balbir. Bonsoir Anne-Sophie.